Donc, cet atelier fait suite à un premier atelier organisé ici le 26 mars dernier sur l'échange de ressources. Et cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet Organicité que nous menons en partenariat avec GRDF, Ecopal et l'agence de l'urbanisme Sandra Véran. Ce projet Organicité s'inscrit aussi dans notre démarche d'écologie industrielle et territoriale. Nous essayons de faire regrouper et coopérer les acteurs du territoire afin que le déchet des uns devienne les ressources des autres. Donc, au programme de cette matinée, tout d'abord, M. Frédéric Joachim de GRDF nous fera un historique du projet Organicité. Ensuite, Mme Marlène Gamelin d'Ecopal nous fera la restitution du premier atelier d'échange de ressources. Et vous verrez que plusieurs synergies ont été détectées entre les participants du premier atelier du 26 mars. Nous passerons ensuite à la table ronde avec des retours d'expérience de nos apporteurs de solutions. Je remercie par avance les intervenants, Madame Émilie Touchet de TES, Monsieur Karim Delich de Vaned et Madame Natacha Vallée du CPIE Ville d'Artois. Et donc après la restitution et suite à la table ronde, vous aurez des moments de questions-réponses pour pouvoir échanger avec les intervenants et puis interagir entre participants. Donc je vous souhaite une bonne matinée et je passe la parole à Monsieur Joachim de GRDF pour un rappel de l'historique du projet Organicité. Merci Madame Fillon, bonjour à tous. Merci de votre présence. Je m'appelle Frédéric Joachim, je suis délégué territorial à GRDF Hauts-de-France. C'est quoi délégué territorial? En fait, je suis en relation avec les collectivités locales et les territoires pour animer et me rendre disponible auprès de chacun des acteurs de la vie politique et économique en Sambre-et-Mémoire. Historiquement, en fait, en 2022 a été lancé un appel à projet par GRDF sur les biodéchets. Il y a eu aussi d'autres thèmes. Plusieurs agglomérations, communautés de communes ou communautés d'agglomération ont répondu à cet appel à projet et c'est la CAMVS qui a emporté la palme. Le festival vient de se terminer, donc on peut parler de palme. Et donc la CAMVS est donc lauréate de cet appel à projet depuis fin 2022, début 2023. Aujourd'hui, comme l'a dit Madame Fillon, on essaie d'organiser, d'orienter le tri et le traitement des déchets sur la communauté d'agglomération. On essaie d'organiser, effectivement. Pourquoi GRDF vit depuis quelques années, je vais dire, une forte révolution notamment sur l'énergie. Vous savez bien que nous avons deux axes essentiels aujourd'hui, c'est de décarboner un maximum pour arriver à l'objectif 2050 qui est zéro totale décarbonation, avec des points de passage très très forts à horizon 2030. Il y a aussi le fait de redevenir beaucoup plus indépendant énergétiquement avec le conflit notamment ukraino-russe depuis 2022. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui les choses évoluent bien et évoluent de manière assez rapide et de manière significative. Donc vous commencez à voir sans doute poindre ici et là des unités dites de méthanisation, notamment l'une qui se trouve sur la communauté d'agglomération de Halle-le-Centre et qui est située à Fény, en l'occurrence la Saint-Denis. Monsieur Dessart est ici présent, son président. Enfin, c'est responsable, voilà. Et donc, pour nous, le but, c'est effectivement d'organiser le tri des déchets pour pouvoir permettre aux unités de méthanisation de récupérer un maximum de biodéchets et pouvoir générer du biométhane. Vous avez ici, j'ai ramené un petit calico, vous pourrez le découvrir un peu plus en détail après, mais succinctement et rapidement, sachez qu'un ménage génère à peu près 83 kg de biodéchets par an. Ces 83 kg de biodéchets représentent un tiers de ce qu'on jette dans les poubelles. On jette à peu près 250 kg par foyer, 250 kg de déchets en tout genre par an.
Ces 83 kilos de biodéchets permettent comment dirais-je, enfin, 1000 tonnes de biodéchets sont générés par 12 000 foyers, ce qui représente 1,1 gigawattheure de gaz renouvelable. À côté de ces gigawattheures générés, on récupère bien évidemment des engrais et des fertilisants dits naturels. Ça va nous permettre d'alimenter 275 foyers. Si j'ai ramené ce calico, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente pour 1000 tonnes de biodéchets générés par 12 000 foyers. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, je voulais juste vous brosser un petit peu le portrait, vous expliquer un petit peu comment ça se passait au sein de GRDF. C'est qu'on essaie d'organiser un maximum donc, ce traitement des biodéchets. Tout comme Emma Fillon, je vous remercie de votre présence, je vous souhaite une belle matinée et je reste à votre disposition pour toute question. Voilà. Donc, bonjour à tous, donc à mon tour de me présenter. Donc, moi je représente l'association Ecopal, donc Marianne Villain. Notre association Ecopal est basée sur Dunkerque et on a été sollicité pour la CNDF pour venir les accompagner sur cette thématique sur la gestion des biodéchets et surtout la mise en place de synergies sur le territoire. Donc on est une association qui existe quand même depuis 2001 sur le territoire dunkerquois. Donc on est les pionniers dans ce qu'on appelle l'EIT, l'écologie industrielle territoriale. Donc notre phrase d'accroche que Emma a déjà dit tout à l'heure, c'est que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. La volonté au niveau de notre association, c'est vraiment de rassembler les acteurs d'un territoire pour qu'ils puissent mettre en place des échanges entre eux sur toutes les ressources possibles. Et aujourd'hui, on travaille spécifiquement avec vous sur les biodéchets. Donc sur cette thématique, on a fait un premier atelier, un atelier d'échange de ressources qui a eu lieu sur ce territoire le 26 mars dernier. Je prends ma petite souris. Alors, je vais vous présenter un peu ce qui s'est passé ce 26 mars pour ceux qui n'étaient pas présents. En fait, on a eu quand même on a 32 participants qui sont venus, qui ont présenté une vingtaine de structures et 9 secteurs d'activité. Et c'était l'occasion de faire ce qu'on appelle aussi atelier PTSI ou atelier d'échange de ressources. Ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a mis ces participants autour de table pour les inciter à échanger, à discuter entre eux grâce à l'intermédiaire de fiches. C'est assez simple, c'était des fiches je veux et des fiches j'ai. Donc tout simplement, nos entreprises, nos structures partenaires ont réfléchi à toutes les ressources qu'ils ont au sein de leur territoire, au sein de leur structure, qu'ils n'utilisent pas forcément. Donc en priorité les biodéchets, mais aussi d'autres ressources comme des cartons, des cagettes, ou même des fois ça peut être des places de parking inutilisées, ça peut être des véhicules non utilisés qui sont prêts à mutualiser, à échanger ou à mutualiser avec d'autres structures du territoire pour qu'il y ait une meilleure coopération sur les territoires. Donc nous, on a eu plusieurs structures présentes. On a eu des structures d'insertion, des établissements scolaires, des représentants de collectivités locales, de secteurs médico-sociaux, qui sont venus échanger avec nous il y a 2 mois sur ces thématiques. Avec cet atelier, on a récupéré 103 fiches. Donc on a eu 3/4 de fiches G, donc 74 fiches G, donc 74 ressources sur le territoire disponibles. C'est-à-dire que ces entreprises avaient pas mal de flux disponibles et substituables et 29 fiches je veux. Donc ces fiches ont permis de mettre en place du coup des synergies sur le territoire. Alors nos fiches ont été réparties par catégorie. Alors après notre atelier est axé biodéchets. Donc on remarque bien que forcément la catégorie qui est ressortie en priorité, ce sont les biodéchets. Mais on avait aussi du conditionnement et des emballages. Donc là ça va être du plastique, du carton. On a des équipements hors d'usage, des anciens D3E ou des équipements plus utilisés, des anciens équipements informatiques par exemple. On a aussi des matières non dangereuses comme du bois, des palettes, des métaux. Voilà, on a retrouvé pas mal de catégories sur le territoire. On a fait aussi une petite répartition plus spécifique sur nos biodéchets. Donc les biodéchets qu'on va retrouver en priorité sur la CNDS, en tout cas des structures qui étaient présentes. Donc on a les déchets alimentaires solides. Les déchets alimentaires solides, concrètement, ça va être les restes de table, ça va être les déchets des cantines, ça va être le reste de repas des collaborateurs. Ce ne sont pas forcément des très gros gisements, ça va être des déchets mélangés. On va y retrouver autant de l'épluchure, de la mandarine que les os de la cuisse de poulet qu'on a ramené dans sa galette pour le midi. Ça va être des déchets alimentaires solides mélangés.
Et on a aussi pas mal de résidus de jardinage. Donc ça, c'est surtout au niveau des collectivités. On a remarqué qu'on a un gisement assez important de déchets de tonte, de déchets d'élagage, de branchage, etc. Lors des opérations d'élagage. Et on a aussi pas mal d'huile alimentaire. Donc ça, c'est aussi un autre secteur qu'on a retrouvé sur le territoire. Donc là, par exemple, pour les cantines scolaires, tout ce qui est huile de friture, on avait aussi un représentant de la restauration, huile de friture. C'est des choses qu'on va retrouver sur notre territoire. Après, en beaucoup plus petite quantité, on avait déchets alimentaires liquides. Alors, pourquoi on a séparé des huiles alimentaires? C'est que là, on va plutôt retrouver tout ce qui est sauce et sirop. Autre déchet organique, alors là, c'est parce qu'on avait une structure qui est aussi du biodéchet, mais qui n'est pas forcément alimentaire, c'est qu'il y avait beaucoup de cheveux, puisque c'était un lycée dans lequel il y avait un secteur coiffure, donc là, pas mal de cheveux à donner, qui est aussi du biodéchet. Aliments périmés pour certaines entreprises et les chutes de production qui sont différentes aussi des restes de repas parce que là on va se retrouver avec plutôt du monodéchet, épluchures par exemple. Donc grâce à tous ces flux qu'on a répertoriés sur le territoire, on a pu détecter des synergies. Donc il y a plusieurs types de synergies. La première synergie, ça va être la synergie de substitution. Donc comment remplacer la matière première chez certaines structures par des déchets qui deviennent des ressources qui proviennent d'autres structures. Donc on a 97 fiches qui concernent des flux substituables. 59 d'entre elles ont reçu un match, c'est-à-dire que sur nos fiches, les structures ont pu mettre par exemple G à donner de l'huile alimentaire. Une autre structure présente lors de l'atelier a pu tout de suite se positionner en disant « Moi je suis intéressée par cette huile alimentaire ». Donc c'est ce qu'on appelle un match. Et on a 52 de ces matchs qui étaient entre structures présentes à l'atelier. C'est-à-dire qu'on en avait 7 où c'était des structures mentionnées par des participants qui n'étaient pas forcément présentes. Ces synergies, ces flux, on a pu aller les noter. On a été faire une notation sur tous les matchs qu'on a eu au sein de l'atelier, de 1 à 4, en fonction du gisement, donc au niveau de la quantité du flux ou du nombre d'acteurs impliqués. Si on a un flux en pas forcément très grande quantité, mais on le retrouve chez une dizaine d'acteurs, on lui donne quand même une note importante. Au niveau de la proximité géographique des différents acteurs, parce que l'objectif aussi c'est que ce soit le plus local possible, donc on va favoriser les acteurs qui sont les plus proches les uns des autres. Au niveau de la facilité de mise en œuvre et la rapidité de mise en œuvre. Donc ça nous a permis de notifier et de classer l'intégralité des synergies qu'on a pu détecter lors de l'atelier. Donc on a ressorti de ces synergies celles qu'on appelle les quick wins. Donc quick win qui veut dire tout simplement gagnant-gagnant en français. Donc facile à mettre en place et gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc à moindre coût. On en a 23 qui sont ressortis de l'atelier. En priorité, là on va voir, c'est surtout tout ce qui est conditionnement et emballage, ça va être concrètement les cartons. On se rend compte que le carton, c'est une ressource qu'on peut échanger très facilement. Il y a quand même pas mal de structures, maintenant on reçoit tout, avec une quantité de carton dès qu'on fait de la livraison, dès qu'on reçoit de la marchandise, qui peut être réutilisée par pas mal d'autres structures. Donc on a eu beaucoup de demandes et beaucoup d'échanges qui vont être possibles à mettre en place sur le territoire sur ce flux. Ensuite, on a aussi quand même du biodéchet, des équipements hors d'usage, de la matière dangereuse et même des équipements fonctionnels qui là concrètement correspondent à du matériel informatique un peu vieux mais fonctionnel qui peut être donné par une collectivité à des collèges, etc. Donc on a ressorti 3 exemples sur le territoire de synergie quick win. Par exemple, on a le lycée Placide Courtois qui est à Aumont, qui dispose d'huile de friture. Tout de suite, on a eu en positionnement la CRL Métallo, qui est une unité de méthanisation qui est présente aussi sur le territoire, qui a dit tout de suite « je suis intéressée par cette ressource ». Donc là, c'est une synergie qui peut être mise en place très facilement. D'un autre côté, on a eu la commune de Colleray, qui a beaucoup de broyats de bois, qui a investi dans un broyeur collectif, d'ailleurs avec plusieurs communes du territoire. Donc chaque année, au moment de l'élagage, etc., ils peuvent avoir des quantités de broyats de bois assez importantes. Ils les réutilisent déjà sur leur commune, mais ils ont du surplus. Ils ont quand même beaucoup de surplus, qui forcément intéressent les communes aux alentours. Donc directement, là, c'est de la synergie qui peut être mise en place très facilement. C'est du donnant-donnant, il n'y a pas de besoin particulier, il n'y a pas de réglementation à respecter, etc. C'est juste du donnant de broyats de bois. Et pareil, on a une entreprise, donc Framatome, qui est une entreprise du territoire, qui elle a des caissettes en bois de ses livraisons, qui n'en fait rien de particulier, et qui intéresse fortement aussi la commune de Ferrières-la-Petite, qui a sur son territoire un ébéniste
qui recherchent du gisement de bois sous toute forme pour créer des meubles, pour créer des œuvres d'art, etc. et qui est très intéressé par ce gisement. Donc c'est des choses comme ça qu'on a pu détecter lors de notre atelier, des petites synergies qu'on n'avait pas forcément connaissance, et le fait d'avoir mis tout le monde autour de la table et de les avoir fait échanger entre eux, on a pu découvrir comme ça des partenariats à mettre en place très facilement. Donc il y a deux synergies à enjeux prioritaires qui sont aussi ressorties de l'atelier. Enjeux prioritaires parce que par réponse à l'évolution réglementaire, les biodéchets, on a les restes de repas. Donc là on avait 13 structures présentes qui nous ont informés à avoir ce gisement de biodéchets de restes de repas sans solution disponible, et les déchets de tonte aussi présents chez 10 structures. Donc ces gisements ils sont enjeux prioritaires parce qu'actuellement sur le territoire, il n'y a pas forcément encore de solution disponible. D'où l'atelier d'aujourd'hui. Et d'où les échanges qu'on va avoir par la suite. Donc les synergies, après les synergies de substitution, on a aussi ce qu'on appelle les synergies de mutualisation. Donc là, ça nous permet d'avoir, c'est surtout les fiches « je veux ». Là, c'est des personnes qui sont en demande de certaines prestations. Et ça permet de les mutualiser. Par exemple, on a une commune qui nous a informé vouloir mutualiser ses besoins de formation pour son personnel. Voilà, c'est une petite commune, ils ont 2-3 agents municipaux, de temps en temps il y a des formations obligatoires à faire, mais pour la petite commune, devoir payer une formation juste pour 1 ou 2 agents, c'est un peu compliqué. Le fait de pouvoir mutualiser avec les communes du territoire et de faire une formation groupée, c'est un avantage pour tout le monde. Donc on a ce besoin de mutualisation aussi qui est ressenti sur le territoire. Et par exemple, on a eu aussi une petite commune, la commune de Durand, qui, elle, avait un besoin de personnel pour ses travaux de tonte, parce que pareil, un seul agent municipal pour la commune, donc un besoin de renfort. On a pu avoir des matchs directement le jour de l'atelier, des structures présentes comme l'AJ et les ateliers Val-de-Centre qui tout de suite ont dit nous, on peut apporter du personnel pour faire cette prestation. Donc c'est des choses qui sont apparues sur le territoire qui n'avaient pas forcément connaissance au préalable. On a fait un petit questionnaire de satisfaction suite à cet atelier, voir est-ce que les personnes présentes ont apprécié la démarche, comment elles l'ont ressenti. Donc on avait 32 participants à l'atelier, on a eu plus de 22 réponses, donc quasiment 70% de réponses au questionnaire de satisfaction, donc on peut dire que c'est assez représentatif de ce qui s'est passé le jour de l'atelier. Et on voit déjà au niveau des retours des participants, on a une note globale de 9,1 sur 10. Donc nos participants sont plutôt satisfaits de la participation à l'atelier. Et le chiffre le plus important à garder en mémoire, c'est qu'à l'issue de l'atelier, 86% des participants ont renforcé leur envie ou leur capacité à travailler en collaboration avec d'autres structures locales. Et ils se sont rendus compte, grâce à cet atelier d'échange, grâce à ce temps de partage, que localement, il y avait des solutions, il y avait des choses à mettre en place et qu'ils pouvaient collaborer entre eux. Et la suite. Du coup, quelle est la suite de cet atelier? Parce que vous allez dire, c'est bien beau de les avoir mis autour de la table, de dire, bon, on vous a fait discuter, on vous a fait partager, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Ce qui va se passer derrière, c'est que pour les entreprises qui ont matché, il va y avoir des rencontres en B2B qui vont être organisées par la collectivité, par la CRS, par Madame Fillon, qui va pouvoir rassembler toutes ces entreprises qui a reçu en livrable un tableau qui récapitule l'intégralité des fiches et l'intégralité des matchs, et qui va pouvoir inviter les entreprises à se rencontrer 2 par 2 et leur dire voilà, vous avez dit que vous êtes en demande de ça, on a cette entreprise qui peut vous le fournir, voilà comment vous allez collaborer, qu'est-ce qu'on va mettre concrètement en place pour que les échanges puissent se faire concrètement et que ça ne reste pas que de la théorie. Donc les rencontres en B2B vont commencer là dans les semaines à venir, et l'objectif c'est que les 15 structures soient, il y a 15 structures du coup qui sont mobilisables sur les 20 qui étaient présentes, il y en a 15 quand même qui sont matchées entre elles et avec qui on va pouvoir faire quelque chose de concret. Donc les rencontres vont se faire. Et concrètement aussi, pour la suite, pour les gisements qui n'avaient pas de solution sur le territoire, donc on a parlé des restes de repas, des déchets de tonte par exemple, et on a l'atelier d'aujourd'hui, notre petite table ronde qui va arriver par la suite, où là on a fait venir le témoignage d'apporteurs de solutions, donc de structures qui existent déjà, qui travaillent déjà sur ces thématiques et qui ont des solutions à apporter, ou en tout cas à nous exposer, qui existent sur d'autres territoires, qui pourraient arriver sur le territoire ici. Donc on a le CPE Ville d'Artois. Donc CPE, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui est donc une structure de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, qui va pouvoir nous faire une petite intervention sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi la sensibilisation au prix des biodéchets
et voir aussi les solutions qui peuvent exister localement avec la mise en place de composteurs ou la mise en place de paillage par exemple pour les déchets de ponte. On a TES Environnement qui va développer des projets enjeux environnementaux, donc qui est déjà une structure installée dans le recyclage des déchets. Et on a pareil Valais Environnement qui propose des solutions en matière de déchets, donc tout type de déchets et aussi bien sûr les biodéchets pour pouvoir nous expliquer juste après. Je remercie du coup Madame Natacha Vallet qui vient du CPIE, qui est quand même juste d'Arras pour venir intervenir ce matin. On a M. Karim Delige qui représente l'entreprise Vanel et Madame Émilie Boucher pour l'entreprise TES. Merci beaucoup à vous d'être là. Donc je me permets avant de commencer de faire une petite introduction sur pourquoi cette gestion des biodéchets, pourquoi c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, typiquement cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une thématique, la gestion des biodéchets, qui existe déjà depuis quelques années, mais qui a surtout été impulsée par la loi AGEC. La loi AGEC, c'est la loi contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire, qui a été publiée en 2020. Cette loi, elle a imposé le tri des déchets en général, donc déjà le tri des 7 flux des déchets. Donc au niveau des 7 flux, on a papier, carton, déchets inertes, plastique, plâtre, bois, verre et métaux. Et en plus, la gestion des biodéchets qui s'est faite de façon progressive. Au début, c'était les entreprises, les gros émetteurs de biodéchets qui avaient cette obligation de les trier et de les valoriser. Et plus les années sont passées, plus le gisement à valoriser est devenu de plus en plus faible. Et depuis le 1er janvier 2024, tout producteur de biodéchets, quelle que soit la quantité de biodéchets produits, est dans l'obligation de les trier à la source et de les valoriser. Et c'est pour répondre à cette obligation réglementaire que les initiatives comme aujourd'hui, les ateliers se mettent en place pour essayer d'apporter à chacun une solution pour respecter cette réglementation. On va juste redéfinir rapidement qu'est-ce qu'on appelle biodéchets. Parce que c'est depuis tout à l'heure, on vous parle de biodéchets, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Donc ça va être tous les déchets d'origine organique, qui peuvent être alimentaires ou non. Donc on sait qu'on va surtout les diviser en 2 grandes catégories, les déchets alimentaires, restes de table, chutes de production, et tout ce qui est déchets verts, qui vont plus correspondre aux déchets de jardin, branchage, tonte. Voilà, c'est les 2 grandes catégories de déchets alimentaires. Si on reprend la définition du Code de l'environnement que je vous ai diffusée, donc c'est des déchets non dangereux, biodégradables, de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cursus ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, des commerces, des cantines, des traiteurs, des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. Donc on voit bien qu'absolument tout le monde est concerné par cette thématique et que les déchets alimentaires, les biodéchets, on en trouve absolument partout. Donc au niveau de cette loi, donc cette obligation des trier à la source et de les valoriser, cette loi, au niveau de la valorisation et du traitement, on reconnaît 2 types de valorisation. Il y a 2 solutions possibles, ça va être le compostage ou la méthanisation. Donc le compostage, ça, je pense que vous connaissez toutes, c'est l'opération de fermentation des biodéchets pour réussir à avoir de l'engrais organique. Et la méthanisation qui va produire, en plus de l'engrais qu'on va retrouver aussi avec le digestat, du biogaz, du gaz naturel qui va permettre aussi de décarboner les territoires. Alors on va reparler aujourd'hui un peu de toute l'étape de vie des biodéchets. Donc on va commencer par la consommation parce que le biodéchet, voilà, on peut intervenir dessus sur 5 thématiques. La consommation du biodéchet, comment déjà on va pouvoir sensibiliser les gens à toujours le meilleur des déchets et celui qu'on ne produit pas. Donc la première chose à faire au niveau du biodéchet, déjà, c'est de limiter sa quantité, limiter ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire. Ensuite, comment faire le tri, comment bien trier, comment sensibiliser, la collecte, quel type de collecte mettre en place sur ce type de déchets, le pré-traitement quand il y a nécessité d'en avoir un, et la valorisation qu'on peut obtenir derrière. Et donc c'est sur ces 5 thématiques que je vais interroger mes co-intervenants. Alors, tout d'abord, on va parler de la consommation et donc de faire un petit focus sur le gaspillage alimentaire et la sensibilisation sur cette thématique. Donc, pour ça, je vais me tourner vers vous, c'était l'ARTOA. Donc, je vais vous laisser vous présenter rapidement, présenter votre structure et nous expliquer un peu comment vous axez vos actions de sensibilisation avec le gaspillage alimentaire. Bonjour à tous, donc Natacha Vallet, je suis responsable du secteur animation au CPIE Ville de l'Artois.
Donc le CPIE, Centre permanent d'initiative à l'environnement, on est une association d'éducation relative à l'environnement. On sensibilise à peu près à toutes les thématiques autour de l'environnement et du développement durable, aussi bien de la biodiversité jusqu'à la mobilité, l'alimentation, les énergies, parce qu'on est avant tout un CPIE urbain, ce qui est un peu plus spécifique que les autres CPIE nationaux. La plupart sont plutôt en lien avec la biodiversité. Nous, on a une partie biodiversité, mais beaucoup plus de thématiques liées à l'environnement urbain. On a chacun d'entre nous un territoire défini. On est facilitateur auprès des publics dans la mise en place de projets. Et surtout, notre spécialité, c'est beaucoup l'intervention au milieu scolaire. Donc, on a les agréments jeunesse et sport et éducation nationale. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des CPIE nationaux. On agit aussi en union régionale, mais ces agréments-là sont pour tous les CPIE de France. Donc notre territoire d'action, donc nous CPIE Ville de l'Artois, on est basé sur Arras et on intervient sur 7 intercos à cheval sur les 2 départements, Pas-de-Calais et Nord. Donc d'Avesnes-le-Pont, communauté de campagne de l'Artois, Sud-Artois, la CUA, aux Artistes Marquion, Cambrésis, Caudrésis et Pays du Soleil. Alors, il n'y a pas aujourd'hui de CPIE sur ce territoire-ci parce qu'il n'est plus présent. Néanmoins, comme on est réparti en union régionale, en fait, en fonction des possibilités, nous, on peut intervenir sur le territoire puisque vous êtes plus une agglomération urbaine. Et comme c'est notre cœur de métier aussi, notre particularité, c'est pour ça qu'on s'appelle aujourd'hui. Alors, si on parle un peu gaspillage alimentaire, on peut axer sur 2 domaines. Le gaspillage alimentaire partie domestique, du coup, c'est les gestes un petit peu du quotidien, c'est faire ses menus à la semaine, acheter le strict nécessaire dans le magasin, essayer de réutiliser les restes. Et puis surtout, cuisiner les bonnes quantités. On a tendance aujourd'hui à, si ça n'achète pas de thé ouvert, à cuire le paquet complet, alors qu'on n'a pas forcément besoin. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes à retravailler du bon. Si on parle gaspillage alimentaire dans la restauration collective, la restauration collective, c'est quand même 1/3 des repas consommés aujourd'hui hors domicile. C'est énorme. Restauration collective, c'est aussi bien les établissements scolaires que le médico-social. Tout ce qui va être établissement de santé, tout ça, restauration d'entreprise. Aujourd'hui, c'est 3,8 milliards de repas servis par an qui sont jetés. Voilà. En termes de quantité de grammage qui est jeté par catégorie, alors pourquoi on les a sélectionnés par catégorie? Parce qu'en fonction des convives à qui on va les servir, la quantité jetée s'explique un petit peu. 170 grammes en moyenne dans un établissement de santé, il faut savoir qu'une assiette en global c'est à peu près 450 grammes, donc ça fait 1/3 de l'assiette jetée. Souvent c'est des personnes qui sont alitées, qui ont très peu d'activité physique, et après souvent c'est aussi des personnes qui sont sujettes à des régimes spécifiques qui fait que du coup la cuisine n'est pas forcément ne donne moins envie en tout cas aux convives de la consommer, mais est contraint aussi par les règles d'hygiène assez strictes aussi en restauration collective. En établissement scolaire, en moyenne, on a 115 grammes par personne. Alors, en fonction des territoires, ça c'est le moyenne national, en fonction des territoires, elle peut descendre. Par exemple, nous, sur le territoire du Sud-Artois, la CEA, avec la sensibilisation qu'on a pu faire, on est quasi descendu à 80 grammes par personne en établissement scolaire. Et après, il y a 2 types aussi qui vont pouvoir jouer sur les quantités jetées en fonction de la cuisine, si elle est en gestion directe ou en concédé par une société. Et donc là, les grammages sont différents. 100 grammes en cuisine en gestion directe, et jusqu'à 126 grammes en gestion concédée. Ça s'explique par 2 faits. En gestion directe, la possibilité souvent le matin même de pouvoir réajuster les grammages en fonction des convives réellement présents. Puisque quand on est sur place, la cuisine est faite le matin, donc si on a les derniers inscrits la veille au soir, c'est possible d'ajuster. En concédé, souvent, ils ont leur quantité 2 jours avant pour préparer leur stock, tout ça, donc c'est un peu moins évident.
En cuisine directe, donc la grosse différence, hein, c'est les 20 grammes de préparation, 20 grammes de reste en préparé mais non servi, et 60 grammes en reste d'assiette. Non, 80 grammes en reste d'assiette, pardon. C'est deux leviers sur lesquels on peut agir, en tout cas sur le gaspillage alimentaire. Les 20 grammes qui restent en non préparé, préparés mais non servis, c'est par rapport à la connaissance des convives. C'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'on est sur un territoire où les enfants mangent beaucoup parce qu'ils se dépensent, je sais pas moi, c'est un établissement qui fait énormément de sport, on peut partir sur les recommandations du GEMRCN qui nous dit on a des préconisations de grammage pour préparer les quantités correctes aux gens. Et ces quantités-là ne sont que des recommandations, mais elles peuvent être ajustées par les diététiciens, par les chefs de cuisine, en fonction des convives accueillis. Donc du coup, ce qui permet que si on fait des pesées alimentaires et qu'on constate que ce qui est préparé, il y a beaucoup trop de reste par rapport au nombre de convives, c'est des quantités qu'on peut déjà ajuster à l'origine. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, je sais pas moi, 3 kg de pâtes, on va peut-être descendre à 2,5 kg, ce qui fait que j'en jetterai déjà beaucoup moins. Le reste d'assiette, là, c'est plutôt une sensibilisation auprès des convives, d'inciter à déguster, à découvrir de nouvelles saveurs. Ça peut être aussi de travailler sur les saveurs, sur les goûts, sur les épices avec les chefs de cuisine. Sur la présentation aussi, qui compte énormément. En restauration collective, on a souvent tendance à moins bien présenter les choses, j'ai envie de dire. Souvent on essaie de tout mettre dans l'assiette. Pourquoi pas présenter quelque chose qui reste agréable pour tout le monde, si ce n'est que de séparer la viande, les féculents, les légumes, de mettre la sauce où le convive le souhaite. S'il ne veut pas tout mélanger, essayons de respecter ça, en tout cas si ça peut permettre aux convives de goûter, d'essayer de goûter et en plus de réduire le gaspillage derrière. Alors, ça paraît prendre énormément de temps, mais pas tant que ça, parce qu'après on le regagne du coup sur la sensibilisation derrière et sur le reste de l'assiette. Donc, gaspillage alimentaire en restauration collective, du coup on a la loi dite Egalim, qui date de 2018 maintenant, et surtout l'article 88 qui nous dit un état des lieux du gaspillage alimentaire des services de restauration collective scolaire uniquement pour le moment, avec l'obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est des choses qui sont obligatoires depuis 2018, c'est-à-dire que chaque établissement scolaire doit faire un état des lieux de son gaspillage. Donc des pesées régulières pour savoir par rapport au nombre de convives ce qu'ils jettent en termes de denrées alimentaires. Et puis derrière, de mettre en place des actions pour limiter ou réduire ce gaspillage. Donc voilà ce que j'ai mis en exemple. Les restes préparés non servis, les restes d'assiette, on en a parlé juste avant, c'est des pesées à réaliser sur différentes périodes et sur ces deux données-là. Les premières pesées, souvent, on les fait par composante, entrée, plat, fromage, pain, dessert. Après, on peut, au bout d'un certain temps, quand on a vraiment l'analyse de ces pesées-là, on peut faire un global. Mais au démarrage, c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qui est le plus gâché au sein des repas en établissement scolaire. Alors, les leviers, on en a parlé juste avant. Justement, sur les restes non préparés, c'est d'ajuster les grammages avec le GEMRCN, travailler sur le goût, les saveurs. Donc pour ça, c'est accompagné sur le plan de maîtrise alimentaire. C'est donc le plan qui définit les menus sur 20 jours, où on a un respect de mettre autant de produits lipidiques, autant de bœuf ou agneau, autant d'entrées crues, d'entrées cuites, enfin voilà, tout un panel de choses à respecter. Ce plan-là, souvent, il est défini par la diététicienne et les chefs de cuisine se disent comme c'est la diététicienne, je peux rien changer. Mais en fait, l'ajustement de ces journées-là peut être changé à condition qu'on respecte le global à la fin des 20 jours. Je m'explique, on a des fois des menus qui nous disent en entrée, c'est une crudité, en plat, je vais avoir du poisson, des légumes, un morceau de fromage et un fruit en dessert. Et il n'y a pas forcément de féculents parce que dans l'équilibre alimentaire de ce PMA, on a X fois des féculents sur 20 jours et ça ne tombe pas forcément tous les jours. Donc l'enfant qui n'aime pas forcément les légumes, qui aura une crudité des légumes et un fruit en dessert, on se rend compte qu'il ne va pas forcément beaucoup manger. En plus, s'il a du poisson, souvent c'est un produit qui est assez boudé.
ce jour-là, en effet, il va y avoir beaucoup de gaspillage alimentaire et des enfants qui vont aller en cours le ventre vide. Alors qu'on peut modifier certaines choses. C'est-à-dire que peut-être en entrée ce jour-là, on aurait pu mettre un féculent, un taboulé par exemple, et du coup, il y aurait déjà eu quelque chose d'un peu plus consistant dedans. Et les jours où, des fois, on a à l'inverse, un friand au fromage en entrée, on a un cordon bleu avec des pâtes, on a une pâtisserie en dessert, où c'est très riche, on peut essayer de changer les choses. Alors ça, c'est des choses qui peuvent se changer, ça prend un certain temps parce que c'est toute une logique, à la fin, il faut retrouver le même nombre de composantes. Mais ça vaut le coup de le faire. Pour le coup, l'expérience que j'ai déjà faite, c'est de le modifier avec le chef de cuisine et la diététicienne. Ça a pris un certain temps à faire passer dans les habitudes de travail, mais pour le coup, on sent quand même la différence à la fin. Les jours où il y avait énormément de légumes ou de fruits proposés au restaurant scolaire, une réelle diminution du gaspillage quand c'est associé avec d'autres produits que les enfants vont essayer de consommer. Donc ça, c'est des exemples de dispositifs. Mon Resto Responsable, c'est une démarche qui peut être faite en ligne, pratiquement développée par le réseau des CPIE. Vous remplissez, le chef de cuisine remplit un petit diagnostic de combien de convives il a, qu'est-ce qu'il propose en termes de repas, tout ça. Il y a la visite d'un confrère qui vient se rendre compte sur place comment ça se passe et faire des propositions d'action. Et ensuite, en copie avec l'établissement, ils peuvent mettre en place des actions pour réduire le gaspillage. Menu 2 fois bon, c'est un dispositif du sud de la France qui a été lauréat du PNA en 2019, créé par une association cinétique qui permet de faire composer aux élèves, mais à tout autre convive aussi, un menu à la fois bon pour la planète et bon pour la santé. Donc c'est un menu équivalent à moins de 2000 grammes de CO2 et on peut du coup travailler avec les chefs de cuisine aussi sur la proximité des produits puisque dans la charte il faut absolument que 80% des produits soient à moins de 200 km de la cuisine, 100% des fruits et légumes frais et de saison, validé par une diététicienne et un équivalent CO2 inférieur à 2000 grammes. Donc on peut aussi composer beaucoup ces menus-là à base de plats végétariens, qui est, ne nous le cachons pas, quelque chose qui est très goûté en restauration collective. Et puis un autre exemple à côté qu'on met souvent en place, parce que le pain malheureusement c'est quelque chose d'extrêmement gâché dans la restauration collective. Le gâchimètre, l'idée c'est d'avoir quelque chose de visuel qui montre tout ce qui n'a pas été consommé sur une semaine en termes de pain, et de montrer un petit peu la valorisation qu'il pourrait y avoir en face. Donc quand on intervient en milieu scolaire par exemple, c'est de dire voilà, si le gâchimètre est rempli, on aurait pu faire une sortie au cinéma pour une classe d'élèves par exemple. Pour se rendre compte en fait que tout ce qu'on jette a une valeur aussi et comment on peut faire pour réduire tout ça tous ensemble. Merci beaucoup. Donc là, on a vu que justement la première chose à faire, c'est déjà de limiter cette quantité de biodéchets et d'agir déjà en amont pour qu'il y ait le moins possible à trier. Mais des fois, on n'a pas le choix. Des fois, il y a des biodéchets récalcitrants qui restent. Et pour cela, il faut d'abord travailler sur la sensibilisation et le tri de ces biodéchets. Parce que pour pouvoir correctement les valoriser derrière, il faut déjà qu'ils soient bien triés à la source. Pour cela, je vais me tourner vers M. Delic, qui représente l'entreprise Vaned. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter rapidement, présenter l'entreprise et nous dire quels sont pour vous les critères à respecter pour un tri efficace des biodéchets? Bonjour à tous. Donc, je suis Karim Delic, je représente la société Vaned France. Je suis sur la partie organique, notamment. Nous sommes situés, Vaned France, à côté de Lens, à Villers-Berclos. Nous gérons tout type de déchets, et notamment les déchets organiques. Les déchets organiques sont actuellement déconditionnés et méthanisés sur le site de Quai-Villegrand, à proximité d'ici, côté belge. Je fais la présentation tout de suite ou je vais répondre à la question? Donc voilà, ça c'est les chiffres clés de Vaned. L'année dernière, donc tout déchet confondu, on a atteint 98,5% de revalorisation. C'est le cœur de métier de Vaned, c'est vraiment de toujours trouver une solution de revalorisation pour chaque déchet. On est donc. Ah, ça défile.
Merci. On est donc dans la société Valed à 877 personnes. On a collecté l'année dernière 1 122 000 tonnes de déchets et refabriqué, reproduit 587 000, donc la moitié, de nouvelles matières premières issues du recyclage des déchets. On a géré 2480 flux de déchets différents, donc il y a énormément de flux de déchets, c'est notamment lié aussi aux déchets spéciaux. On a produit 73 631 MWh d'énergie et l'équivalent de 60 000 tonnes de CO2 vert, on va dire, émis. Merci. Donc les valeurs de Valed sont la passion. On fait vraiment ce métier avec passion. Vraiment, il y a vraiment plusieurs structures qui sont orientées recherche sans arrêt de solutions de revalorisation. Ensuite, planète, parce qu'on fait ça vraiment dans le sens de l'économie circulaire pour trouver et proposer des solutions de revalorisation pour protéger la planète. People, parce que c'est les personnes qui sont au cœur de la société, aussi bien le personnel que nos clients. On a à cœur de faire pour que tout le monde se sente bien. Profit, puisqu'il faut que ce soit aussi des actions qui soient économiquement viables, tant pour la société que pour le client. Et fierté, pride, c'est fierté, parce qu'on est fier de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de vraiment trouver des solutions de revalorisation et de contribuer à l'amélioration de la planète. Donc là, c'est le synoptique de notre unité de déconditionnement méthanisation. Donc en fait, on voit donc en haut à gauche les arrivées, les entrants, les différents biodéchets. Donc ça peut arriver soit en vrac, on voit les camions en haut à gauche en vrac. On a des apports en liquide, déchets alimentaires liquides, et aussi en caisse palette que nous appelons biobox. Ensuite, donc, on a un mix qui est fait, et la partie organique part d'abord en hygiénisation. C'est une sorte de pasteurisation, c'est obligatoire pour les sous-produits animaux. Et ensuite, ça part donc en méthanisation. Donc durant la méthanisation, c'est transformé en gaz et électricité. Pendant le process, on fait aussi de l'écogénération, on récupère la chaleur. Et le digestat, donc le liquide restant dans le process de la méthanisation, il sert d'engrais organique pour venir amender les champs. Donc là aussi, il y a une revalorisation qui est faite à ce niveau-là. Et donc voilà, réinjection à la fin, réinjection dans le réseau de gaz et d'électricité. Donc à titre d'exemple, pour 100 000 tonnes de biodéchets traités, on va avoir 85% d'organique et 15% d'emballage. C'est une moyenne. Donc les 85% d'organique vont permettre de produire 11 millions de mètres cubes de biogaz et 70 000 tonnes d'azote. Ça, c'est produit grâce au digestat, le liquide restant. Donc ça va faire les équivalents de 27 millions de kilowattheures d'électricité, 20 millions de kilowattheures de chaleur et 1 million de mètres cubes de biométhane. Les emballages, eux, donc, vont partir dans notre solution de combustible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on va voir donc ça va être équivalent à 7200 tonnes de charbon. Et la cendre, en fait, à l'issue de la combustion des pelés, il y a une cendre, et cette cendre, elle est intégrée pour faire du ciment. Et donc là, on a un équivalent de 1800 tonnes de ciment. Donc en fait, les critères, la solution qu'on propose, c'est vraiment d'accompagner les entreprises ou les collectivités, nos clients, dans la sensibilisation. Ça, c'est très important. On se rend compte que c'est vraiment efficace, plus la sensibilisation est forte et plus le personnel est impliqué. Donc la sensibilisation, c'est d'abord expliquer au personnel pourquoi on trie, pourquoi on le fait, comment on le fait, ce que devient le déchet. Et là, quand on fait déjà cette démarche, on voit qu'il y a vraiment une implication importante. Ensuite, c'est aussi, on aide les entreprises à mettre en place de la signalétique. Donc
Donc ça va être des stickers sur les conteneurs, choisir des conteneurs de couleurs différentes, de formes éventuellement différentes, faire de l'affichage, et ça c'est déjà vraiment efficace. Après, en termes de critères, on a nous une assez bonne souplesse, puisque on permet de collecter également les emballages. Voilà, on n'est pas embêté avec cette partie. On sait collecter le non emballé, mais également l'emballé. On travaille par exemple avec tous les hypermarchés, les supermarchés, les agro-industriels, et donc on collecte les biodéchets emballés dans tout type d'emballage synthétique. Il n'y a que le verre que nous devons collecter à part. On peut le collecter, mais c'est à part. Donc voilà, ça permet vraiment déjà de répondre à une demande assez large. Merci beaucoup. Et bien, du coup, je vais me tourner vers Madame Touché, donc de l'entreprise TES Environnement. En tout cas, la même question, en fait, déjà, je vais vous laisser vous présenter votre structure, et puis répondre aussi à cette question quels est pour vous du coup, les critères de tri, pour un tri efficace des biodéchets. Bonjour à tous, donc Émilie Doucher, chargée de projet au sein de la société TES. Alors pour présenter TES rapidement, c'est une structure, une entreprise familiale du nom de ses dirigeants, TES. Voilà, elle a fêté ses 90 ans l'année dernière. Elle a été créée en 1933, c'est la 4e génération là, avec les enfants qui ont à peine 30 ans. Qui sont en train de passer la main avec Thierry Tess, le président actuel, et son fils qui est directeur général, Antoine Tess, et sa fille qui est aussi dans la société, Pauline Tess, qui est directrice et aussi qui s'occupe de la communication du groupe. J'allais dire, le métier historique de la société Tess, c'est l'assainissement, avec le curage des réseaux d'assainissement, aussi les nettoyages des tubes industriels. TES s'est développé il y a une dizaine d'années à peu près dans le recyclage des déchets, la collecte des déchets en porte-à-porte, et également on a un centre de tri des déchets, alors plutôt pas ménagers mais les déchets encombrants, à Coincy du côté de Douai. On est 250 collaborateurs et nos clients principaux sont assez variés, particuliers, collectivités et établissements publics, entreprises, industriels. On a une large gamme de clients. Alors les valeurs, ça rejoint un petit peu les valeurs de Valette, puisque comme c'est une entreprise familiale, ils ont à cœur d'avoir l'humain au cœur de leur société, que ce soit les collaborateurs ou les clients. On a souvent des clients assez historiques. On peut en citer un, mais il y en a plusieurs. On a Renault à Douai, puisqu'on est juste à côté. Voilà. Et la proximité, c'est aussi un souhait qui a été un développement plutôt local, qui commence à s'agrandir un petit peu dans les Hauts-de-France, mais qui est surtout autour de Douai. L'innovation, puisque le président actuel a voulu se développer sur d'autres cœurs de métier que l'assainissement avec le recyclage des déchets, et ce que je dirais ensuite par rapport aux biodéchets, et puis cette volonté de confiance qu'on a avec les clients, avec une transparence assurée avec eux. Les engagements, bon, ça reprend un petit peu, donc participation au développement de notre territoire, un emploi local, c'est difficile de délocaliser de la collecte de déchets, des moyens humains assez importants, quand même maintenant 250, et une volonté aussi d'innover, d'avoir des équipements performants. Là, il y a quelques temps aussi, on vient de s'inscrire dans une démarche RSE. Et puis également, on est en train de se faire labelliser objectif CO2 parce que nous, j'allais dire, un de nos principaux émissions de CO2, c'est le transport, parce qu'on collecte les déchets. On collecte les déchets, on transporte les bennes, donc on a la volonté de réduire notre CO2. Ensuite, les implantations, je vous ai dit, c'est du côté de Douai principalement. On a
a aussi également différentes antennes à Arras, Valenciennes, Le Touquet, c'est un peu anecdotique, mais on a un marché de balayage et de nettoiement de la ville là-bas. Et puis après, du côté de Marchiennes avec la méthanisation. Voilà les principales filiales de TES, avec, comme je vous ai dit, des structures qui sont tous liés à l'environnement. En fait, on ne s'est pas diversifié non plus dans d'autres sujets. Donc TES assainissement, TES environnement qui est plutôt balayage et salage des voiries, TES recyclage et collecte de déchets, et puis ensuite crayon vert, ETM, donc ça c'est plus dans l'eau, et tout récemment des PMS dans la maintenance industrielle, puisque comme on a des équipements de tri plutôt performants, il faut prévoir l'entretien et la maintenance de ces équipements. Voilà pour la présentation de la société. Alors pour revenir sur le sujet des biodéchets, on a une volonté toute récente, il y a quelques années, vers 2020, de s'inscrire dans l'évolution réglementaire. Et de ce fait, on s'est associé à 7 agriculteurs pour créer la société Meta Agrifine, qui va s'implanter à Marchiennes. Les travaux devraient commencer normalement d'ici juin-juillet. On a eu quelques soucis administratifs, on en parlera après, parce que c'est des questions sur ce sujet-là. Donc nous, on est apporteurs de la part biodéchets sur la méthanisation. Et puis après, les 7 autres partenaires sont pour tout ce qui est lisier et puis ensilage, maïs, etc. On a aussi, bien sûr, pour apporter cette soupe de biodéchets, un projet de déconditionnement et d'hygiénisation qui rejoint un peu le projet la structure existante de Vaned, où, bien sûr, on ne va pas amener le biodéchet de cette qualité. Il faut une soupe de biodéchets hygiénisée pour qu'elle soit dans la méthanisation. Alors pour répondre à votre question sur les critères, je ne vais pas me répéter par rapport à Vaned, mais on est un peu dans le même esprit. On collecte tout type de biodéchets, qu'ils soient emballés ou non emballés. Pareil, le verre, vu que ça n'aime pas trop le déconditionneur du verre, on le collecte à part. Juste pour appuyer la réponse, tout ce qui est bien sûr substance dangereuse, ou entre guillemets, il ne faut plus faire ce qui était prévu avant, c'est-à-dire mettre la javel sur les biodéchets qui sont périmés, parce que ça n'aime pas trop. Donc tout ça, il faut bien sûr éviter, et on passe par, comme le disait Vaned, une sensibilisation des gens qui vont trier, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les restaurations, que ce soit dans les cantines, avec une formation. On est dans le même esprit, comme on va faire la collecte, on va installer les bacs, les packbox, on va passer un petit temps avec chacun pour être formé aux critères et à tout ce qui peut rentrer dans la méthanisation. Voilà. Ça rejoint aussi, je veux juste préciser, comme on a une partie hygiénisation et méthanisation, on peut accepter tout ce qui est carné. Ce n'est pas le cas de toute solution. Merci beaucoup. Et au niveau du CMIE, est-ce que vous œuvrez aussi un peu sur cette sensibilisation efficace des biodéchets? Alors, pour reprendre un peu la présentation tout à l'heure, on intervient beaucoup en milieu scolaire, de la maternelle à l'université globalement. On intervient aussi en centres sociaux, en entreprise aussi, de plus en plus. Et l'idée, oui, c'est de repartir du tri, mais de comprendre aussi quelle est l'origine du déchet. Est-ce que c'est un déchet de quelle matière il est, d'organique, carton, papier, plastique, tout ça. À partir de là, ça nous permet de montrer aux gens le bon geste à acquérir pour le tri. Et puis aussi, alors pour le coup, par rapport à cette évolution de la loi sur le tri des biodéchets,
On a été formés, nous, on est en cours de formation guide composteur, qui nous permet du coup d'accentuer aussi cette démarche-là et de montrer aux gens qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre dans le compost qui n'est pas forcément que reste de déchets, épluchures, de légumes, tout ça. Merci beaucoup. Du coup, on va voir la partie suivante. Une fois que nos biodéchets ont été bien triés, il va falloir les collecter correctement pour pouvoir les amener justement dans ces centres de valorisation. Et donc au niveau que la collecte, quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on collecte les biodéchets? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Quelles sont les solutions à mettre en place pour une collecte efficace de ces biodéchets? Donc les solutions privilégiées, comme je le disais tout à l'heure, l'idéal c'est d'avoir déjà un contenant repéré, éventuellement de formes différentes. Moi je constate que ça marche encore mieux quand c'est le cas. Par exemple, notre solution privilégiée c'est le Biobox, la caisse palette donc de 680 litres, qui permet donc de collecter les biodéchets, mais de faire un échange de box. C'est-à-dire qu'on va passer une fois par semaine, déjà parce que c'est la loi, et aussi pour garder le pouvoir méthanogène du déchet. Et donc on va faire un échange de box et à chaque fois donc on va relivrer des box propres là, qui ont été lavées, désinfectées et séchées sur une ligne dédiée sur notre unité. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on a aussi des possibilités de collecte pour les plus petits volumes en bac roulant sur certaines zones. Ça va aller de 60, 120 et 240 litres. Et également ça se fait de moins en moins, mais éventuellement pour les gros producteurs de déchets en benne étanche. On peut aussi avoir des flux en benne étanche. Là, c'est vraiment pour les plus gros producteurs. D'accord, merci beaucoup. Et au niveau de tests environnement, de ce fait, les solutions que vous proposez pour une collecte efficace des biodéchets? Donc, ça rejoint Vanette, mais les contenants roulants, les palbox également, les bennes. L'idée, c'est surtout de faire attention par rapport au jus des biodéchets. Notamment, je parle pour la collecte, donc on a des bennes qui sont étanches, des petits bombes plutôt, c'est plutôt pas les camions de collecte classiques, mais plutôt des petites bennes de 7,5 tonnes pour faire la collecte et le ramassage des différents bacs roulants. Ou alors, si c'est les palbox, ce sera plutôt soit des camions à ion, soit carrément des FMA, comme on appelle, ou des toy-liners. Là, on est sur le poids lourd, où on va faire le circuit pour ramasser tous les palbox. L'important, c'est d'avoir un contenant propre. Donc, on a pareil un aspect nettoyage et désinfection, et de faire un ramassage régulier, comme l'oblige la loi. La première chose qui va effrayer une structure dans la collecte de ces biodéchets, c'est de se dire ça va pas sentir très bon, ça va tirer les mouches et les visibles. Et donc en fait, il y a des solutions qui permettent d'éviter tout ça. Oui, c'est vraiment la collecte régulière, très régulière, comme l'oblige la loi. De toute façon, là on parle surtout, j'allais dire, des industriels et des entreprises ou de la restauration collective, mais pour la collecte qui va se mettre en place porte à porte des biodéchets pour les particuliers, en porte à porte, en poids d'apport volontaire, ou alors du compostage, une obligation de fréquence toutes les semaines, des nettoyages des bacs, des après-bacs, des PAV, faut faire, on fait pour que ça soit le plus propre possible, voire même, je veux dire, pendant l'été, ça peut être 2 fois par semaine. Premièrement, je pense, vous savez, l'acceptabilité sociale. Donc, les gens ont l'impression qu'ils vont avoir une unité d'incinération à côté de chez eux, ce qui n'est pas le cas, forcément. Ensuite, difficultés administratives, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas toujours facile, le permis de construire, ça demande une autorisation ICPE. Et là, tout récemment, on a même eu des fouilles archéologiques. Donc on a dû attendre 6 mois pour avoir un expert en paléontologie sur notre terrain. Donc c'est toute cette partie qui prend du temps. Les agriculteurs, je crois qu'ils ont commencé, parce que nous, on est arrivé après
j'allais dire un coup d'après, mais elles avaient déjà commencé leur collectif en 2018. Vous voyez qu'on est en 2024. Et l'unité sera fonctionnelle en 2025. Donc, 6 ans, quoi. 7 ans. Plus après les difficultés que je pense que tout le monde connaît, financières. Il faut un accompagnement des banques. On va avoir normalement une subvention de l'ADEME, quand même, puisqu'on est dans un projet. Parce que bon, actuellement, j'allais dire, les méthanisations sont quand même maintenant un peu monnaie courante, on va dire, et l'État subventionne de moins en moins. Il subventionne des projets plutôt innovants. C'est vrai que normalement, il subventionne de moins en moins les méthanisations. Mais comme on a une volonté de faire une solution locale et d'avoir cette étape de déconditionnement, plus ensuite la méthanisation, plus ensuite le biogaz, et on a des camions qui fonctionnent au biogaz, on a toute cette réflexion d'économie locale circulaire qui fait qu'on va quand même prétendre à une subvention de 700 000 €, je crois, de l'ADEME, pour un projet qui coûte à peu près 8 millions d'euros sur la méthanisation. Donc voilà, pour revenir aux difficultés, l'acceptabilité, temps qui est assez long, et puis après, il faut aussi avoir les entrants qu'il faudra. Mais bon, m'inquiète pas trop, parce que je pense que les biodéchets, on arrivera toujours à les collecter. Et voilà, pour répondre à tout ça, l'important, c'est une bonne concertation dès le départ. Nous, on a fait quand même des réunions publiques avant la procédure ICPE, prise en compte aussi, il y a un dialogue aussi avec les riverains qui sont à proximité. On fait aussi partie du PNR par rapport à l'utilisation de l'unité, donc intégration paysagère, pour ça s'intègre dans le parc. Je mets un petit peu les difficultés qu'on a eues. Donc du coup, j'allais passer le micro à M. Delic. Donc à peu près la même question, un peu votre retour d'expérience sur le fonctionnement de votre unité de méthanisation. Vous en avez une aussi dans votre entreprise. Comment elle fonctionne? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, que ce soit dans sa mise en place ou dans les déchets qui arrivent, et les solutions que vous avez pu mettre en place pour qu'elle puisse fonctionner correctement? Donc, pour la mise en place, moi je n'ai pas connu le projet puisqu'il date maintenant de plusieurs années, effectivement sur le site de Kévy. Donc le site de déconditionnement fonctionne très bien. On pousse de plus en plus le contrôle. Il y a des contrôles qui sont faits humains, des contrôles des entrants par caméra. Il y a une mise en place de l'intelligence artificielle qui est également en cours de développement pour pouvoir repérer les déchets interdits. Par exemple, on peut retrouver malheureusement des fois un bidon de lessive, un sac de litière de chat. Donc voilà, on a mis en place plusieurs systèmes pour pouvoir regarder à ça. On a également aussi un système de pulse RFID qui permet aussi de savoir chaque box, de connaître la provenance de chaque box et d'avoir vraiment un suivi précis. Voilà, donc il y a plusieurs développements qui sont faits sur l'unité de Kévy, sur laquelle, je le répète, au niveau valorisation, on a toute la chaîne, déconditionnement, hygiénisation et méthanisation. Et sur le site de Liberclos, il y a un gros projet qui est en cours, qui est donc d'installer une ligne de déconditionnement, qui sera la même que sur Kévy, qui sera faite donc à Liberclos à côté de Lens. Et par contre, là, on a fait partie de ne pas faire de méthanisation sur place, parce qu'il y a beaucoup de méthaniseurs au niveau local, et donc on va procéder au déconditionnement à l'hygiénisation, et pour fournir une soupe de qualité, donc un digestat de qualité prêt à méthaniser. Donc voilà, ça c'est un parti qui a été pris par Valette. Et sur le site de Lens, il y a donc d'ailleurs, il y aura aussi une unité de fabrication de combustible pour pouvoir justement revaloriser également les emballages et garantir donc 100% de revalorisation sur les biodéchets emballés et collectés, au même titre qu'un Kévy. Donc je rappelle quand même qu'il peut plus que loin et que donc
On est aussi en mesure de collecter les biodéchets non emballés, forcément. Et par exemple, pour les collectivités, les déchets de collectivité ou de restauration collective, l'avantage de notre solution, c'est également qu'on va pouvoir accepter qu'il y ait des serviettes papier, des sets de table en papier. S'il y a un pot vide qui est parti, c'est pas un problème pour nous puisque ça passe en décommission. Merci beaucoup. Et puis j'ai tourné aussi vers vous, vers le CPIE. Alors, on n'est pas dans la mécanisation, mais vous sensibilisez aussi aux solutions, moi j'ai un peu plus locales, et la mise en place de composteurs collectifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Alors, trois formats de composteurs qui existent à l'heure d'aujourd'hui. Le composteur chien particulier, on peut mettre un certain nombre de choses, beurre de fruits, légumes, beurre de café, coquilles, œufs. On va éviter tout ce qui est reste de viande, poisson, pain, reste de féculents, qui vont mettre beaucoup plus de temps à se décomposer, et plutôt révéler la présence de nuisibles. Pas forcément les attirer, puisque les nuisibles sont présents, c'est juste la présence d'alimentation stagnante qui va faire qu'on repère qu'ils soient là, tout simplement. La deuxième possibilité, c'est les composteurs dits partagés, donc en bas d'immeuble par exemple, ou dans une résidence, où on va avoir ce système du coup de 3 bacs, un bac de stockage de broyat, un bac de dépôt des biodéchets et un bac de compost en maturation. Donc les apports se font dans le bac du milieu. À chaque apport, on étale, on remue un petit peu pour faire circuler l'air, puisqu'il faut la présence d'air aussi pour la décomposition de ces déchets organiques. Et on va venir mettre une couche par-dessus de broyat, donc broyat de branches, broyat de feuilles mortes. C'est la particularité du compost, c'est d'avoir 50% de matière verte et 50% de matière brune. Le fait d'étaler du broyat par-dessus va limiter la prolifération de mouches et d'odeurs, qui fait que quand vous allez ouvrir le compost, il n'y aura pas forcément d'odeur et pas d'envol d'une nuée de petites mouches qui peuvent être souvent désagréables et qui fait que de dire aux gens on arrête, c'est pas terrible. Donc voilà, l'avantage du composteur partagé aussi, c'est de pouvoir créer du lien. Il faut par contre que ça soit géré par les habitants de l'immeuble. Du coup, dans l'idéal, c'est de former au moins 1 ou 2 référents de site qui puissent venir vérifier régulièrement. Alors l'idée, c'est 1 fois par semaine au moins de voir qu'il n'y ait pas de choses qui ne peuvent pas venir dans le compost. Alors souvent on retrouve des sachets, les sachets en maïs dits biodégradables mais qui ne se décomposent pas à la rapidité des biodéchets organiques du compost. Et puis la matière valorisée, donc le compost qui doit être utilisé par les habitants du quartier. Elle ne peut être vendue et elle ne peut être acheminée à l'extérieur du quartier, tout ça juste pour des règles d'hygiène en fin de compte, et si jamais c'est vendu ou extériorisé, elle doit répondre à une certaine norme, donc là c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et une des troisièmes possibilités aujourd'hui, c'est le composteur autonome en établissement, donc tout type d'établissement, éducatif, établissement de santé, structure d'accueil de public, structure de tourisme, les entreprises, la restauration privée, qui fonctionnent quasi de la même façon, sauf que dans celui-ci, vous pouvez tout mettre, y compris reste de féculents, reste carné, puisqu'il y a une montée en température qui est très forte et très rapide. On monte à plus de 70-90 degrés à cœur dans ces composteurs-là. Qui fait que du coup, on peut aussi, alors notamment en établissement scolaire, puisque c'est l'exemple le plus courant que j'ai en tête, limiter cet aspect à l'encontre de mes collègues de collecte de biodéchets, mais du coup, ça permet aussi de valoriser sur place quelque chose qui peut être réutilisé dans les établissements, puisque le compost, pour le coup, qui émane de ces composteurs peut être repris pour aménager les espaces verts, pour être utilisé à l'intérieur des établissements. La seule chose sur le composteur autonome, c'est que là aussi, par contre, il faut que ce soit du personnel technique formé.
Donc si c'est en collège et en lycée, c'est plutôt les personnels du département ou de la région qui doivent être formés aux composteurs. La mise à disposition de broyats, ce broyat de branche qui est du coup une denrée qui est obligatoire pour la présence de composteurs, qui se chiffre en fonction de la densité. En fait, vous avez les DCT, les déchets de table et de cuisine, qui ont une certaine densité, et en fonction de cette densité-là, on calcule le broyat. Donc, par exemple, si vous avez 5 tonnes de DCT par an, il vous faut 1,6 tonnes de broyat disponibles sur le site. Puisque si vous apportez 10 kg de déchets alimentaires, vous allez devoir recourir de la même quantité en broyat de branche pour avoir cet équilibre 50% matière bonne, matière morte. Et puis, pour le coup, un suivi obligatoire dans la restauration collective dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire. Ça veut dire qu'il faut que dans le PMS soit stipulé que la gestion du biodéchet se fait via des composteurs autonomes, qu'il y a un plan de nuisibles mis en place, qui dans tous les cas est obligatoire sur le PMS, mais du coup il est élargi sur les composteurs. Et du coup un suivi aussi régulier, c'est-à-dire que tous les jours on va noter la montée en température, le nombre de déchets qui a été jeté et l'apport de broyat de branche. Alors, c'est une partie supplémentaire d'administratif, mais quand on connaît tout ce qu'il y a en partie administrative en restauration collective, j'ai envie de dire c'est une infime partie qui peut permettre de réduire un petit peu ces déchets en tout cas et la collecte. Merci beaucoup déjà pour toutes ces premières interventions. On va juste faire un petit crochet sur les déchets d'herbe, les déchets de tonte. On a vu que c'était quand même un flux qu'on avait en quantité sur notre territoire et qu'on est en recherche aussi de solutions là-dessus. Et je voulais vous demander si au niveau de vos entreprises, vous avez des solutions aussi à fournir sur la collecte des déchets de tonte. Là, je vous laisse l'ordre de la parole quand vous le souhaitez. Donc effectivement, on peut procéder à la collecte simplement en grand contenant. On ne fait pas du porte-à-porte. Donc ça peut être soit des organismes qui vont, comme des déchetteries ou des collectivités qui vont nous apporter les déchets de tonte. Et en fait, on en fait donc du compostage. Donc il ne faut pas qu'il y ait de branches, c'est à part, c'est un autre système. Et les déchets de route, éventuellement des bords de route, c'est aussi un peu spécifique parce qu'ils peuvent être contaminés par des polluants. Mais donc voilà, les déchets de ton déménage, en tout cas, oui, c'est du compostage. Alors nous, deux solutions. On peut faire aussi la collecte pour renvoyer à notre déchetterie professionnelle de Coincy, où ça va être mélangé à différents... Enfin, nous, on a déjà des clients du secteur, la ville de Loué, qui apporte ses déchets verts. Et puis après, on la broie et puis on l'envoie dans des différents centres de compostage. Ou alors, à Marchienne, on aura notre unité de méthanisation. On pourra en prendre, mais en plus petite quantité, puisque les méthaniseurs ne sont pas très favorables à la déchetton. Donc, ça sera vraiment de façon, j'allais dire, très très minime. Je n'aurais pas dire l'étonnage, il faudrait voir en fonction avec les différents acteurs si c'est possible ou pas. Voilà. On peut poser une question? Oui. Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas favorable aux déchets de tonte dans les méthaniseurs? Parce que c'est très humide et ça méthanise. Enfin, en fait, le déchet de tonte, il fermente très très vite. Donc déjà, il faut le collecter hyper vite. Et ça va ramener beaucoup d'humidité. Alors, je ne suis pas une spécialiste en process de méthanisation, mais je sais que ça c'est pas favorable, en tout cas en grande quantité. Voilà, par rapport en fait, le méthaniseur, le digesteur, c'est comme l'estomac d'une vache, et ça aime bien avoir une charge entrante à peu près constante.
donc avoir un petit peu la même soupe qui lui arrive dans son estomac. Donc il faut, entre guillemets, avoir toujours les bonnes quantités, que ce soit en termes du vin d'eau, de différents minéraux et après différents azotes, pour que ça soit méthanisé au mieux. Donc voilà. Et aussi, surtout, parce que la tonte, si vous tombez chez vous, ça ferme très vite. Très vite. Donc en termes de collecte, c'est pas toujours évident, quoi. Donc, puis ça, en fait, ça perd son pouvoir méthanogène, puisque dès que c'est fermenté, on va le mettre dans le méthaniseur, ça va plus nous embêter apporter une certaine quantité de gaz. Voilà, pour répondre à votre question. C'est pas lié donc à des corps étrangers qui pourraient être dans les déchets de tonte. Alors, il faudrait vraiment. Vous appelez quoi comme corps étranger? Des déchets de tonte urbains, c'est-à-dire, vous savez, quand les entreprises passent. Oui. À côté, les canettes métalliques, etc. Là, il faudrait passer par une étape de pré-traitement. Bien sûr, il faudrait les enlever parce que comme les biodéchets, on a une étape de déconditionnement, donc on enlève tout ce qui est indésirable pour l'envoyer après dans la méthanisation. Donc, si vraiment on s'aperçoit qu'il faudrait caractériser le déchet qui vient, qui nous est apporté, pour voir aussi s'il n'y a pas trop d'indésirables qui pourraient perturber le système. C'est vrai que, je vois un peu ce qu'a dit mon collègue de Valais, les déchets de bord de route, quand vous voyez au niveau des sorties de route, bon, je ne le mettrai peut-être pas trop. Par contre, vos déchets de parc jardin, mis à part peut-être une ou deux canettes qui pourraient être enlevées à la main ou des choses comme ça, pour le coup, le jardinier, avant le tombe, on va faire un petit passage à la main pour voir s'il n'y a pas de 3 déchets, et puis après tombe, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Sur les déchets de tonte, on peut les réduire tout simplement en essayant la première étape, c'est de faire du mulching, forcément, ce qui permet d'éviter d'avoir ce déchet de tonte. Et après, si on ne peut pas faire autrement, c'est de tondre déjà moins régulièrement, peut-être réfléchir à une gestion différenciée, de semer peut-être plus facilement la prairie fleurie avec l'herbe, pour dire d'avoir quelque chose qui puisse pousser et rester en hauteur. Avoir quelque chose de très ras va aussi favoriser la présence de mousse dans les parterres de pelouse. Va aussi favoriser la pelouse en cas de sécheresse, elle va moins bien résister malheureusement. Et puis elle va perdre aussi toute sa composition biodiversité. Ce qui est aujourd'hui quand même important, surtout dans nos villes, de garder cette partie-là. Donc mulching, réfléchir à une gestion différenciée, peut-être de tondre certains espaces de passage, mais pas la totalité des parcs. Et après, alors peut-être plus en mode particulier qu'en entreprise, parce que ça peut être plus compliqué, mais les tontes de pelouse, si on les garde, on les fait sécher, peuvent très bien servir de paillage pour les parterres de fleurs, pour les potagers. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à garder en termes de solutions. D'autres choses aussi, c'est les branches et les feuilles mortes, de pouvoir investir dans un broyeur. D'avoir cet amas on en parlait tout à l'heure dans les composteurs, le broyat de branches, broyat de feuilles. Si on l'a sur place, c'est de la matière valorisée, on n'a pas besoin de l'acheter à part entière. Ça peut servir de paillage pour les parterres, dans le compost. Les branches, on peut faire de la sèche avec. On peut aussi favoriser tout un tas d'habitats pour la biodiversité. Et aujourd'hui, ce qui est important, au vu du réchauffement climatique aussi, c'est d'éviter de laisser des sols nus, notamment dans les parterres de fleurs, au sein des villes, tout ça, parce que ce sol nu va être à disposition du vent, de la chaleur, de la pluie. Quand on a des forts
qui peuvent arriver, s'il y a quelque chose qui est dessus, même si c'est du paillage de branches, de feuilles, ça va retenir parce que du coup ça va absorber tout de suite le surplus d'humidité et ensuite ça va s'imprégner dans la terre. Ce qui fait que du coup il peut y avoir aussi moins de dégâts. L'été ça va garder la fraîcheur aussi, ça va permettre d'arroser moins souvent, même dans une serre. Ça nous arrive très fréquemment de pailler dans une serre pour pouvoir garder une certaine humidité constante. Et puis en dehors de ça aussi, ça va nourrir le sol, les cultures, et puis limiter les déplacements vers les déchetteries ou aussi la collecte, qui a du coup une empreinte aussi sur une pollution de l'air avec les déplacements des véhicules. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux différentes interventions qu'on a eues jusqu'à présent? Apparemment, j'ai zappé une question juste avant l'intervention de madame. En fait, c'était pas une question, c'était juste une petite ajout. Le jour où monsieur est parti, donc ceux qui restent, ça les intéresse peut-être quand même. Donc voilà, moi je suis responsable des intrants sur l'unité de biométhanisation et de déconditionnement de vanille. Et en ce qui concerne les tontes, en fait le problème des tontes en biométhanisation, c'est que ça provoque de la mousse dans les fermenteurs. Et donc ça monte en volume et ça crée plus de CO2 que de biogaz. Donc au final, c'est pas si intéressant en biométhanisation. Ça a une valeur meilleure, je veux dire, si on l'utilise en paillis directement ou si on en fait du compost. Par contre, par rapport aux différents types de tontes, bien évidemment, si on passe sur une collecte porte-à-porte dans les ménages, je sais bien qu'il y a pas mal de communes qui décident d'autoriser en fait les ménages à inclure une part de déchets verts, de la petite cour qu'on a tondue, etc. En soi, ça ne pose pas vraiment de problème d'avoir un tout petit peu de déchets verts. La problématique, si on autorise ce genre de choses, c'est que les gens vont remplir leur conteneur avec du déchet vert, ce qui n'est pas vraiment l'objectif premier. D'autre part, pour tout ce qui est tonte urbaine, là, la problématique, effectivement, ce sont les impuretés physiques, mais il y a surtout toutes les impuretés chimiques. C'est-à-dire que les bords de route vont récupérer tout le ruissellement des eaux qui viennent de la voirie. Donc en fait, les tontes urbaines sont souvent, si pas tout le temps, contaminées aux métaux lourds et aux hydrocarbures, en règle générale. Donc ce sont des flux qui sont très très particuliers à gérer, même en compostage, qui font l'œuvre de beaucoup plus d'analyse et beaucoup plus de dilution pour réussir à les composter. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Et moi, je vais conclure assez rapidement, parce que je pense qu'on va arriver de toute façon à la fin du délai. Pourquoi déjà c'est si important de trier nos biodéchets? Comme monsieur Joachim vous l'a expliqué au début, c'est un chien de nos poubelles. Donc ça correspond quand même sur, si on regarde sur l'étendue de notre territoire, c'est des très très grosses quantités de déchets qui sont générés chaque année. Donc il y a un vrai besoin, un vrai besoin de gérer ces biodéchets, de les valoriser et de ne plus les envoyer forcément à l'enfouissement ou à l'incinération. Et en fait, ces biodéchets sont une possibilité pour les solutions de décarbonation des territoires, puisqu'ils vont nous permettre la fabrication de biogaz, et ça va être une solution aussi contre l'appauvrissement de nos sols, qui est aussi un fléau qu'on rencontre de plus en plus. Voilà, donc je voudrais surtout remercier nos intervenants pour ce que vous avez apporté aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience et pour vos interventions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on est là pour ça. J'ai une petite question par rapport au CPIE, l'importance que vous avez dans l'éducation, comment ça se fait qu'il a fermé le nôtre? Je sais pas si je vais laisser ma directrice répondre, elle aura plus d'informations que moi. Je peux pas prendre la parole. En effet, le CPI Montcalgel-la-Dénois, qui était présent sur Grisy et Marcan, a fermé ses portes pour des raisons financières, malheureusement. Il y avait des projets de construction de bâtiments, d'innovation, etc. Et pas tous les partenaires financiers ont suivi. Et une mauvaise gestion fait que, voilà, il y a eu une problématique et donc on n'a pas pu le garder malgré nous, une application et une aide qu'on a pu apporter. Malheureusement, on n'a pas pu sauver toute la structure.
Alors après, on réfléchit, puisqu'après c'est une volonté aussi d'association d'adhérer au réseau des CPIE. On incite des associations locales à entrer dans la démarche de l'actualisation, mais après on ne peut pas l'imposer non plus, puisque c'est une volonté à la fois du conseil d'administration, des salariés présents. Donc on essaye de pallier. Donc nous on vient de temps en temps sur le territoire, donc on n'est pas très loin, et puis on a un petit pied à terre aussi dans le coin. Et puis après vous avez le CPIE de l'Aisne qui est en tirage déjà et qui essaie aussi de venir un petit peu sur le territoire pour essayer de pallier le manque. Parce qu'actuellement, on parlait de la formation pour les composteurs, je trouve ça très important. Moi, je suis enseignante dans un établissement scolaire. Donc, à qui faire appel pour une formation sur les composteurs, par exemple? Alors, pour le coup, prenez contact avec le réseau des composteurs citoyens, donc, qui est une association nationale, mais elle est également dans la région. Ils ont un site internet, donc prenez contact avec eux et eux vous mettront en relation avec s'il y a des guides composteurs dans votre secteur, peut-être qu'il y en a pour beaucoup qui sont formés et qui peuvent même vous former d'autres personnes à devenir guides composteurs. Donc prenez contact avec eux. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Je vais peut-être laisser la parole à Eva pour le petit peu d'attente. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je remercie aussi les partenaires du projet, donc GRDF, Ecopal pour l'animation de cet atelier et puis l'agence de l'urbanisme. Merci beaucoup aux intervenants, Madame Doucher de TES, Monsieur David de Vanel et Madame Vallée du CPIE. C'était des échanges très enrichissants, ça nous a beaucoup apporté sur cet atelier aujourd'hui. Et du coup, moi, je vais recontacter certains d'entre vous suite à la détection des synergies pour organiser des rencontres B2B entre les participants du premier atelier. Et d'ici là, je reste disponible pour toute question, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci, bonne journée.